Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, un monde de livres avec Josiane Savigno. Bonjour, nous sommes le 9 mars, c'est-à-dire le lendemain du jour de la Journée internationale des droits des femmes. Et on va parler de femmes, et singulièrement de l'une d'entre elles, une femme libre, Colette, qui est née il y a 150 ans et qui est morte en 1954. Alors, il y a eu pas mal de livres pour célébrer cet anniversaire. Je voudrais recommander quand même celui de Bénédicte Verger-Chaignon qui s'appelle Colette en guerre chez Flammarion, parce que je crois que c'est important de le lire. Je pense que Frédéric Maget sera d'accord avec moi pour en finir avec quelques clichés sur l'attitude de Colette pendant la guerre. Mais alors, j'ai choisi un autre livre. J'ai choisi le livre de Frédéric Maget, aussi chez Flammarion, Notre Colette. Et avec lui, on a la chance d'avoir une comédienne que vous connaissez bien, Sabine Hautepin, ce qui nous permettra d'entendre des textes magnifiquement lus. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors Frédéric Maget, vous êtes à la fois un amoureux de Colette, un spécialiste de Colette, et vous avez écrit plusieurs livres, dont un magnifique Cette vie de Colette, que je recommande absolument parce qu'il est plein de documents exceptionnels, parce que je pense que vous avez une collection magnifique aussi. Et vous étiez déjà venu à RCJ parler de Colette avec Gérard Bonal, qui malheureusement ne peut pas être là aujourd'hui, puisqu'il nous a quittés, comme on dit. Et vous êtes le directeur de la Maison de Colette. J'espère qu'on aura un peu de temps pour parler de cette maison que je trouve magnifique, qui a été magnifiquement restaurée et qu'il faut défendre, à mon avis. Mais parlons d'abord de Colette, parce que, d'abord, Frédéric Maget, je pense qu'aujourd'hui, on n'imagine pas quelle était la notoriété de Colette au moment de sa mort. Non, je crois que on ne peut plus le réaliser aujourd'hui, sans doute aussi parce que la littérature n'occupe plus la place centrale qu'elle occupait encore jusque dans les années 50 et 60 en France. Colette, à sa mort, est vraiment considérée comme une des gloires de la littérature française et même de la littérature mondiale. Lorsqu'elle meurt le 3 août 1954, non seulement la France va lui accorder des obsèques nationales, les premières pour une femme, mais sa mort donne lieu à des textes et des articles partout dans le monde. Aux États-Unis, à New York, mais au Brésil, à Rio, partout dans le monde, on rend hommage à cette figure cardinale, d'un certain point de vue, de la littérature française, en tout cas qui avait accompagné cette première moitié du XXe siècle, depuis Claudine à l'école en 1900, jusqu'à ses derniers textes, si je pense à l'Étoile Vespère ou au Fanal Bleu en 1946 et en 1949. Alors, comme vous et moi, nous avons déjà parlé, Frédéric Maget, de cet anniversaire, je crois que vous pensez qu'il n'a pas été célébré à sa juste mesure, si on compare par exemple avec l'an dernier, qui était l'année Proust. Le fait est qu'il y a eu une année Victor Hugo, une année George Sand, que l'année dernière a été marquée par de nombreuses expositions, publications et événements autour de Marcel Proust, et que cette année, autour de Colette, pour son 150e anniversaire, il n'y aura pas, en tout cas à Paris et dans les grandes métropoles françaises, de grands événements consacrés à Colette. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura rien. Il y aura beaucoup d'événements dans les régions, comme on dit aujourd'hui, dans les territoires, comme on dit aujourd'hui, notamment dans tous ces lieux où Colette a vécu. Il y a une grande exposition actuellement en Suisse et je crois que le principal enseignement de ce 150e anniversaire, c'est à quel point Colette est lue et reconnue en dehors même de la France. Peut-être que finalement, la France a toujours du mal à célébrer ses grands auteurs ou ses grandes autrices. C'est le cas avec Colette, mais je constate, en Italie, j'ai vu au moins 6 articles, c'est des doubles pages dans les grands quotidiens comme La Repubblica ou le Corriere della Sera par exemple. En Suisse, il y a eu cette grande exposition grâce à Vera Michalski, mais il y a eu au moins une dizaine d'articles. La BBC célébrait l'auteur français le plus aimé au monde. Il y a eu des articles aux États-Unis dans le New York Times. Il y a cette nouvelle traduction de Chéri, la fin de Chéri, qui permet de redécouvrir les textes de Colette. Donc il y a beaucoup de choses. Jusqu'à Hong Kong, il y avait quelque chose à Hong Kong il y a peu de temps. Il y aura quelque chose cet automne à Beyrouth. Donc on voit quand même que Colette est reconnue dans le monde entier comme une des grandes figures de la littérature française. Et bien sûr, je ne peux que regretter que le gouvernement français, les grandes institutions françaises ne consacrent pas un grand événement, peut-être parce que Colette ne rentre pas dans les cases et que la France, on le sait, aime bien les cases. Mais est-ce que vous pensez que c'est parce qu'elle est trop politiquement incorrecte pour une époque si politiquement correcte ? Ça serait la partie la plus réjouissante de l'explication, l'impertinence de Colette. Je crois qu'effectivement, de toute façon, il faut la laisser à cette liberté. Non, je crois qu'elle ne rentre pas dans les cases. Je pense que
on ne la prend pas au sérieux, ce qui pourrait être réjouissant aussi. Il ne faudrait pas qu'on ait une vision trop pesante ni de la vie ni de l'œuvre, mais elle est passée, je crois que c'est même pas par malveillance, je crois qu'on l'a oubliée tout simplement, parce que quand les grandes institutions, si je pense à l'université, à l'édition, aux grands musées qui se consacrent à la littérature, pensent littérature du 1er XXe siècle, ils ne pensent pas à Colette spontanément. Parce qu'on a sans doute aussi en France une vision de l'histoire littéraire qui est d'abord une histoire des avant-gardes, et que de ce point de vue-là, on a l'impression que Colette ne se situe pas aux avant-postes de la littérature, alors même que si on prend le temps de lire l'œuvre de Colette, on constatera qu'elle a, sans en avoir l'air, exploré de nouveaux territoires de la littérature, que ce soit l'autofiction, que ce soit le journalisme entre guillemets littéraire, ou des formes tout à fait nouvelles. Je parlais tout à l'heure de l'Étoile Vespère et du Fanal bleu en 46 et 49. Ce sont des textes qu'on ne peut pas nommer d'un point de vue du genre. Ce ne sont ni des autobiographies, ni des mémoires, ni des souvenirs. C'est une forme de littérature revenue à l'essentiel, c'est-à-dire un regard, une écriture, le monde qui l'entoure, qui pour Colette à ce moment-là est réduit à une chambre du Palais Royal, et ce qu'on peut faire de tout cela. Quand vous pensez que Colette, qui a passé près d'un demi-siècle à dire qu'elle avait détesté écrire, que si elle avait pu faire autre chose, elle l'aurait fait, elle l'a d'ailleurs beaucoup fait, et qui va passer des heures, peut-être même des jours, à décrire le bruit que fait un pétale de rose qui tombe sur le marbre d'une table, si ça, c'est pas de la littérature, je ne sais pas ce que c'est. Alors, notre Colette, pourquoi ce livre où il est question de 10 autres femmes et qui a pour sous-titre un portrait de Colette par ses lectrices? Alors, vous avez fait beaucoup de documentation, il y a une bibliographie absolument passionnante, mais je pense qu'il y a aussi une part de fiction quand même dans ce livre. De fiction, je ne sais pas, je professe peut-être la même méfiance que Colette à l'égard de la fiction, parce que vous savez que Colette a des mots très durs pour ce qu'elle appelle la littérature conçue comme fiction, conçue comme imagination. Donc je ne dirais pas qu'il y a de la fiction, mais il y a une volonté de remettre en scène les archives, de faire sortir les archives des placards où elles se trouvent et de les mettre en scène pour éclairer des micro-événements en fait, en réalité. L'idée, c'est qu'en éclairant un moment de lecture d'une lectrice sur une œuvre en particulier, on pouvait éclairer à la fois un aspect de la vie et de l'œuvre de Colette, mais aussi de la vie et de l'œuvre de la lectrice quand c'est par exemple une écrivaine ou quand c'est une comédienne. Je vais prendre un exemple que Josiane, vous connaissez beaucoup mieux que moi, celui de Marguerite Yourcenar par exemple. Lorsque j'ai lu dans cette lettre que son amie Monique Coleman, je crois, lui avait envoyé ce disque avec la voix enregistrée de Colette et qu'elle le reçoit à Mont-Désert, qu'il n'y a pas de tourne-disque à la maison et qu'il neige et elle veut quand même entendre la voix de Colette, alors qu'on sait qu'elle n'avait pas une grande estime pour l'œuvre de Colette, mais qu'elle va faire l'effort de sortir dans la neige pour aller écouter cette voix, moi ça m'enchante, vous voyez, c'est un petit détail qui n'a l'air de rien, mais moi ça m'a plu d'essayer de raconter cette déambulation, ce qu'elle avait pu éventuellement ressentir. Donc là, je ne dirais pas qu'il y a de la fiction, il y a une partie d'imagination dans la mise en scène de ces différents morceaux d'archives, mais j'ai veillé à ce que chaque chose que je dis, peut-être parfois d'ailleurs je suis trop précautionneux, mais chaque chose que je dis est à noter. Il y a une note, il y a une source à chaque fois, à chaque pas que je fais, comme si j'essayais d'avancer toujours avec des garde-fous. Alors, chaque chapitre s'ouvre par une citation et aussi une photo ou un document. On va peut-être pas commencer par Simone de Beauvoir, bien que ce soit le premier chapitre, mais peut-être on va commencer par quelqu'un qui est moins connu, Olympe Thérin. Alors, qui est Olympe Thérin ? Alors Olympe Thérin, c'est l'institutrice de Colette, la dernière institutrice, puisqu'elle en a eu deux, celle qui va en tout cas accompagner ses dernières années à l'école républicaine. Et c'est elle, malheureusement, qui va devenir, dans Claudine à l'école, le premier texte de Colette, Mademoiselle Sergent, cette directrice d'école autoritaire qui, bien sûr, se bagarre avec la plus turbulente de ses élèves, Claudine, alias Colette, on l'aura vite reconnue, mais qui, en matière de mœurs, est moins regardante puisqu'elle entretient une double liaison avec une de ses institutrices et avec le délégué cantonal. Alors, évidemment, c'est particulièrement important pour moi de l'intégrer à ce recueil puisque c'est l'exemple même d'une lectrice qui n'aimait pas Colette et en tout cas qui n'a pas aimé
Oui, c'est certain. Elle a très très mal pris. Elle n'a pas aimé lire Claudine à l'école, puisque pour elle, c'était un sentiment de trahison totale. D'autant qu'on le sait, quand Colette a commencé à travailler à l'écriture de Claudine à l'école à l'été 1895, elle et son premier mari, Willy, qui va signer le premier volume, sont retournés à Saint-Sauveur, avec déjà dans l'idée de noter quelques éléments qui se retrouveraient plus tard dans le roman. Et Olympe Thérin les a accueillis non seulement avec une grande générosité, mais une forme de fierté, puisque Willy était à ce moment-là un journaliste très en vue, et donc Colette avait fait un beau mariage, elle qui appartenait plutôt à une famille déclassée et ruinée, donc elle était contente de recevoir ce couple en vogue à Paris, mais elle ne se doutait pas qu'elle allait faire les frais de cette première visite, et des frais d'autant plus terribles que Claudine à l'école allait devenir le plus gros succès littéraire de la Belle Époque. Alors, je crois que Sabine Autepin a quelque chose à dire, mais Olympe Thérin, elle a écrit ses souvenirs. En fait, il y a un manuscrit qui existe, qui est conservé dans des archives, qui est une réponse à Claudine à l'école. C'est-à-dire que Claudine à l'école est une sorte de roman vengeance. On peut le lire ainsi. C'était une façon pour Colette de se venger des habitants de Saint-Sauveur qui s'étaient mal comportés à l'égard de ses parents, notamment de son père, le capitaine, et qui avait contraint sa famille, qui était une famille de libres penseurs, à quitter Saint-Sauveur-en-Puisaye, et pour Colette, à quitter bien sûr le paradis de son enfance. Et donc, Claudine à l'école, c'est un roman vengeance, le premier d'une longue série, car chez Colette, la littérature a beaucoup à voir avec la vengeance. Et donc, elle s'est vengée non seulement d'Olympe Thérin, mais de tous les habitants de Saint-Sauveur-en-Puisaye. Et ça a fait vraiment l'effet d'une bombe. Et pour Olympe Thérin, les conséquences ont été terribles, puisque, évidemment, c'est le principe d'un corbeau qui se lâcherait dans un village. C'est-à-dire que vous avez beau éteindre le feu, il reste toujours à couver sous la cendre. Et donc, les gens se disent... Mais finalement, ce que Colette a dit, peut-être que, et on se met à trouver quand même que l'institutrice qui est près d'Olympe Thérin est restée bien longtemps à côté d'elle, alors que normalement, elle devrait être partie depuis longtemps. On sait qu'elle voit très souvent le maire de Saint-Sauveur, qui est le modèle du docteur Dutertre. Donc on se dit, tout ça est vrai, et du coup, le ministère de l'Instruction publique va diligenter des enquêtes, et ça va briser véritablement la carrière d'Olympe Thérin, qui était pourtant une brillante institutrice, mais je crois que la force de Claudine à l'école, parce qu'on aurait oublié ce roman si ce n'était justement qu'une simple vengeance à l'égard de Saint-Sauveur-en-Puisaye, je crois que ce qui a été le plus terrible pour Olympe Thérin, c'est de voir l'émergence d'un génie et d'un personnage que Rachilde décrira d'ailleurs très bien, terrible, debout, voyou. Et ce personnage voyou qui allait, comme dit Francis Jammes, jeter d'un coup de bottine toutes les muses fardées du symbolisme et de la littérature décadente, évidemment, pour elle qui était partisane d'une littérature républicaine bien pensante d'une certaine façon, à sa façon, c'était absolument intolérable. Et on sait qu'elle va mettre beaucoup de temps à pardonner à Colette, et en fait, elle ne lui pardonnera jamais, à cause, je le répète, du génie que Colette met dans sa vengeance. Sabine Autepin, qu'est-ce que vous avez choisi ? Eh bien, le début de Claudine à l'école, précisément. Je m'appelle Claudine, j'habite Montigny, j'y suis née en 1884. Probablement, je n'y mourrai pas. Mon manuel de géographie départementale s'exprime ainsi. Montigny-en-Frénois, jolie petite ville de 1950 habitants, construite en amphithéâtre sur la Thèse. On y admire une tour sarrasine, bien conservée. Moi, ça ne me dit rien du tout, ces descriptions-là. D'abord, il n'y a pas de Thèse. Je sais bien qu'elle est censée traverser des prés au-dessous du passage à niveau, mais en aucune saison, vous n'y trouveriez de quoi laver les pattes d'un moineau. Montigny construit en amphithéâtre ? Non, je ne le vois pas ainsi. À ma manière, c'est des maisons qui dégringolent depuis le haut de la colline jusqu'en bas de la vallée. C'est un village et pas une ville. Les rues, grâce au ciel, ne sont pas pavées. Les averses y roulent en petits torrents, secs au bout de 2 heures. C'est un village, pas très joli même, et que pourtant j'adore. Le charme, le délice de ce pays fait de collines et de vallées si étroites que quelques-unes sont des ravins, c'est les bois profonds et envahisseurs qui moutonnent et ondulent jusque là-bas, aussi loin qu'on peut voir. Des prés verts, les trous par places, de petites cultures aussi, pas grand-chose, les bois superbes, dévorant tout, chers bois. Je les connais tous, je les ai battus si souvent,
Il y a les bois taillis, des arbustes qui vous agrippent méchamment la figure au passage. Ceux-là sont pleins de soleil, de fraises, de muguets et aussi de serpents. J'y ai tressailli de frayeur suffocante à voir glisser devant mes pieds ces atroces petits corps, lisses et froids. 20 fois je me suis arrêtée haletante en trouvant sous ma main, près de la passe rose, une couleuvre bien sage, roulée en colimaçon régulièrement, sa tête en dessus, ses petits yeux dorés me regardant. Ce n'était pas dangereux, mais quelle terreur. Tant pis, je finis toujours par y retourner, seule ou avec des camarades. Plutôt seule, parce que ces petites grandes filles m'agacent. Ça a peur de se déchirer aux ronces, ça a peur des petites bêtes, des chenilles veloutées et des araignées. Ça crie, c'est fatigué, insupportable, enfin. C'est quand même très bien. Oui, Colette a passé de nombreuses années à essayer de repousser Claudine à l'école, qui sans doute était liée pour elle à de mauvais souvenirs, ses souvenirs de sa relation avec Willy, qui d'une certaine façon avait dérobé, en tout cas financièrement, son travail. Et donc elle a toujours cherché à éloigner le personnage de Claudine. Mais je pense que dans cette première page, une grande partie de Colette est déjà là. À la fois la férocité, qu'on entend bien, cette façon de repousser la description géographique, de se situer ailleurs. En même temps, la nostalgie, une forme de mélancolie et déjà de lyrisme qui pointe dans la description des bois. Et en même temps, quelque chose de sa personnalité qu'elle tient de Sido, c'est-à-dire cette supériorité sur le monde qui l'entoure. Sido, sa mère, professait que tous les habitants de Saint-Sauveur étaient le commun des mortels. Et il y a chez Colette cet orgueil qu'elle a très vite, je pense, su créer au sein d'elle-même dans son enfance et qui va lui permettre plus tard d'affronter tous les obstacles de la vie. Alors Frédéric Maget, Simone de Beauvoir, qui a parlé de Colette dans son œuvre et qui l'a croisée, disons, enfin rencontrée éphémèrement. Oui, elle l'a croisée. Alors, on ne sait pas combien de fois en réalité. Dans le texte que je lui consacre, j'évoque ce fameux dîner chez Simone Berriot au mois de mars 1948, qui est bien documenté, puisqu'on le sait, Simone Berriot, qui dirigeait le théâtre, montait donc les pièces de Jean-Paul Sartre. Donc, elle organise une soirée en l'honneur de Jean-Paul Sartre, il faut le dire, et elle veut présenter Jean-Paul Sartre et Colette, les deux monstres qu'elle estime, elle, les monstres sacrés de l'époque. Évidemment, Simone de Beauvoir est là, mais elle n'est là comme la compagne, finalement, de Jean-Paul Sartre, sauf que elle a lu Colette. Elle a lu Colette très tôt, elle a lu dès l'adolescence, elle en a été un petit peu amoureuse, on l'entendra tout à l'heure dans la lettre à Nelson Algren, et donc quand elle va voir Colette, lors de ce dîner, c'est à double titre, je pense. C'est à la fois comme une lectrice de Colette, celle pour qui Colette était synonyme de subversion et d'émancipation, puisque Simone de Beauvoir le raconte, ces anecdotes où sa mère, surprenant une de ses domestiques avec un exemplaire de Claudine à l'école, lui arrache des mains. Le père n'a pas des mots plus aimables pour Colette, donc c'est vraiment pour elle le témoignage même d'une forme de subversion de l'autorité. Et en 1948, elle la relit pour une autre raison, c'est qu'elle est en train d'écrire Le deuxième sexe, qui ne va pas commencer à apparaître en feuilleton, en tout cas en extrait un peu plus tard. Et donc là, elle a relu toute l'œuvre de Colette pour une raison qui nous paraît aujourd'hui assez compréhensible du point de vue de Simone de Beauvoir et du travail historique qu'elle mène à ce moment-là, où elle multiplie les sources, notamment les sources littéraires, puisque Colette, dans son œuvre, va évoquer tous les âges de la femme. Puisque de Claudine à l'école, le personnage de l'adolescente, si on pense à Mine, qui est la jeune femme mariée, mais jusqu'à la femme âgée, immobilisée dans son lit au Palais Royal, donc dans l'étoile vespère, le fanal bleu, la femme de 40 ans, la femme de 50 ans, il y a toutes les femmes chez Colette, les femmes émancipées comme les femmes entravées, bien sûr. Et donc, pour Simone de Beauvoir, à ce moment-là, aller voir ou rencontrer Colette, c'est revenir à la source de ce qui allait être pour elle et pour nous aujourd'hui, le féminisme. Alors Sabine Audepin, ça n'est pas Colette qu'on va entendre, là, c'est Simone de Beauvoir. Oui, c'est Simone de Beauvoir, une lettre à Nelson Algren, le 5 mars 1948. Mais l'intéressant était ailleurs. Avec Cocteau, si brillant, si drôle, elle avait invité la vieille Colette. Vous avez entendu parler d'elle, je suppose. C'est en France le seul grand écrivain femme. Je parle d'un véritable grand écrivain. Très belle dans sa jeunesse, elle se produisait au music-hall, couchait avec des tas d'hommes, bâclait des romans pornographiques. Puis, elle a écrit ses vrais livres.
Elle adorait la nature, les fleurs, les bêtes, l'amour physique, ce qui ne l'empêchait pas de goûter aussi vivement certains excès de sophistication. Elle couchait également avec des femmes, fervente de bonne cuisine, de bon vin, bref, de toutes les bonnes choses de la vie, elle a su en parler admirablement. À 75 ans, elle a conservé un regard fascinant, un charmant visage triangulaire, mais elle est devenue très grasse, impotente, un peu sourde. Malgré tout, quand elle se met à raconter, à sourire, à rire, nul ne songerait à regarder une femme plus jeune et plus jolie. Toute la soirée, elle a papoté avec Cocteau sur leurs voisins, car tous deux habitent le Palais Royal, entre parenthèses, un des plus beaux endroits de Paris. Ils ont évoqué l'existence des vieilles putains qui hantent ce lieu, les boutiques minables, les petits cafés et leur faune, avec tant d'humanité et d'humour que nous écoutions absolument sous le charme. J'espère la revoir. Petite, j'étais un peu amoureuse d'elle à travers ses livres, et la rencontrer a eu pour moi une véritable signification. Quel mystère! Une vieille femme qui a vécu une vie si pleine, si ardente, si libre, qui en sait long et qui est détachée de tout, parce que pour elle, tout est fini. Décidément, j'aime vraiment Simone de Beauvoir. Oui, dans ses lettres à Nelson Algren, elle est formidable aussi parce qu'elle est beaucoup plus détachée d'une certaine posture qu'elle va avoir ensuite. Et puis, on voit qu'il y a beaucoup de choses dans ce texte qui la relient à Colette. Il y a effectivement cette liberté amoureuse, bien sûr, qu'elle évoque. Il y a la gourmandise, il y a aussi la nature. C'est vrai, quand on relit aujourd'hui avec cet œil-là les mémoires d'une jeune fille rangée, on voit qu'il y a aussi dans les premiers textes, dans les textes de Simone de Beauvoir, une forme de lyrisme face à la nature. Et puis, ce que je trouve très joli et très touchant, ce côté petite fille amoureuse qui est face au monstre sacré, à l'icône, et qui vit son petit moment de fan, en quelque sorte. Même si, on le sait, plus tard, Simone de Beauvoir va prendre ses distances, notamment dans La force des choses, à l'égard d'une femme qu'elle trouve finalement un peu bourgeoise, un peu conventionnelle, et pas aussi émancipée qu'elle l'aurait souhaité. Alors, pour parler de Sido, la mère de Colette, je me dis qu'on va peut-être commencer par la lecture de Sabine. La naissance du jour. Oui, on va lire, Sabine va lire un extrait de La naissance du jour. On a choisi cet extrait, vous l'évoquiez tout à l'heure, Josiane, en mémoire de Gérard Bonal, puisque c'était un de ses textes préférés et qui dit beaucoup, là encore, sur Colette et sur Sido. Donc je précise que La naissance du jour est un texte de 1928 qui se passe à Saint-Tropez, la maison que Colette possédait là, et elle retrouve les lettres de sa mère et elle va composer cet ouvrage à partir des lettres de sa mère et chercher dans les lettres de sa mère des leçons de vie pour affronter le second versant de son existence. Elle alla vers ses fins innocentes avec une croissante anxiété. Elle se levait tôt, puis plus tôt, puis encore plus tôt. Elle voulait le monde à elle, et désert, sous la forme d'un petit enclos, d'une treille et d'un toit incliné. Elle voulait la jungle vierge, encore que limitée à l'hirondelle, aux chats et aux abeilles, à la grande épère, debout sur sa roue de dentelle argentée par la nuit. Le volet du voisin, claquant sur le mur, ruinait son rêve d'exploratrice incontestée, recommencé chaque jour, à l'heure où la rosée froide semble tomber en sonores gouttes inégales du bec des merles. Elle quitta son lit à 6 heures, puis à 5 heures, et à la fin de sa vie, une petite lampe rouge s'éveilla l'hiver, bien avant que l'angélus battît l'air noir. En ces instants encore nocturnes, ma mère chantait pour se taire dès qu'on pouvait l'entendre. L'alouette aussi, tant qu'elle monte vers le plus clair, vers le moins habité du ciel. Ma mère montait et montait sans cesse sur l'échelle des heures, tâchant à posséder le commencement du commencement. Je sais ce que c'est que cette ivresse-là. Mais elle quêta, elle, un rayon horizontal et rouge, et le pâle soufre qui vient avant le rayon rouge. Elle voulut l'aile humide que la première abeille étire comme un bras. Elle obtint du vent d'été qu'enfante l'approche du soleil, sa primeur en parfum d'acacia et de fumée de bois. Elle répondit avant tous au grattement de pieds et au hennissement à mi-voix d'un cheval dans l'écurie voisine. De l'ongle, elle fendit, sur le seau du puits,
le premier disque de glace éphémère où elle fut seule à se mirer, un matin d'automne. Alors Frédéric Magé, cette mère. Alors cette mère, on aurait pu lui consacrer des ouvrages entiers. Moi, ce n'est qu'un chapitre et j'ai choisi d'éclairer un aspect d'une Sido lectrice qui avait pour sa fille, de toute évidence, une ambition littéraire folle. Bon, on le sait, les relations entre Sido et la dernière née, Gabrielle, donc sa fille, ont été très privilégiées. Mine et chérie, joyau tout en or, chef-d'œuvre, merveille. Sido n'a pas de mots assez forts pour désigner la fascination que Colette exerce sur tous et sur elle, bien sûr. Et elle devient pour Sido le déversoir de ses rêves inassouvis, d'une certaine façon. Toi, c'est moi, lui dit-elle parfois dans ses textes. Sido a une enfance tout à fait singulière. Elle avait perdu sa mère alors qu'elle n'avait que 2 mois. Placée en nourrice dans Lyon, elle retrouve sa famille en Belgique, à Bruxelles. Elle est élevée par ses frères, notamment son frère aîné Eugène Landois, qui était franc-maçon, républicain, anticlérical. Elle va grandir dans la compagnie des artistes, des musiciens, des peintres. Victor Considérant, le père de la libre pensée, était un des amis d'Eugène Landois. Et elle va être mariée de force, donc, avec son premier mari, Jules Robineau Duclos, ce qui va marquer son retour en Puisay. Et bien sûr, ce qu'elle voudrait, ce qu'elle aimerait, c'est que sa fille vive cette liberté exceptionnelle que lui ont permis d'expérimenter les peintres, les artistes qu'elle a connus. Donc, Sido va encourager non seulement son mariage avec Willy, elle dira autre chose plus tard, mais dans un premier temps, pour elle, c'est une chance inespérée pour sa fille de vivre cette vie qu'elle-même aurait aimé vivre, et très rapidement, elle constate le génie de sa fille. Ça ne fait aucun doute pour Sido. De toute façon, Sido n'imaginait pas, ça c'est Colette qui le dit, donner naissance à autre chose qu'à des génies. Donc sa fille était bien sûr un génie, le génie de la littérature, mais ce qu'on comprend, c'est qu'il va falloir aussi, pour devenir Colette, s'affranchir d'une mère. Parce que la conception que Sido a de la littérature n'est peut-être pas celle que Colette va expérimenter, mettre en scène et puis évidemment promouvoir. On peut dire qu'un des modèles, les grands modèles, sont des modèles du 19e siècle. Et le modèle femme pour Sido, et je pense que c'est ce qu'elle aurait aimé que Colette soit Edith Wharton. Voilà, à peu près, ce qui aurait été très bien, déjà, pas mal. Pas mal. Et à ce moment-là, elle lit La Vagabonde, donc en 1910. Sido est une vieille femme, on l'a entendu dans ce texte-là. Elle va vers sa fin, elle va mourir en 1912. C'est une femme malade, ruinée, qui vit dans une misère noire, dans une toute petite maison, qui ne se plaint jamais, on l'entend, qui fait de tous les spectacles, même les plus modestes, une source d'émerveillement, et qui attend finalement l'avènement, l'éclosion de sa fille, comme elle attendra l'éclosion de ce fameux cactus rose qui ouvre la naissance du jour. Mais La Vagabonde est un texte qui la dérange, parce que c'est un texte qui est assez emblématique, bien sûr, de la production de Colette à partir de ces années-là, où Colette se met en scène elle-même. Et elle dit beaucoup d'elle dans La Vagabonde, puisque Renée Néré, l'héroïne de La Vagabonde, c'est le double de Colette. C'est cette femme de lettres qui a mal tourné, comme elle le dit. Une femme de lettres qui a abandonné la littérature pour se lancer sur scène, qui vit avec une compagne, Missy, qui se montre légèrement vêtue, pour ne pas dire nue, sur scène, et qui traverse des moments extrêmement durs, parce qu'il faut vous imaginer qu'en 1910, Colette est une marginale. Marginale car divorcée, marginale car saltimbanque, marginale car lesbienne, marginale parce que c'est une femme qui gagne sa vie. Et cette difficulté, Colette le dit avec beaucoup de sincérité. Elle dit d'ailleurs qu'écrire, c'est jeter toute la sincérité de soi sur le papier tentateur. Et à ce moment-là, pour Sido, c'est une découverte terrible, parce qu'elle découvre que cette fille qu'elle avait toujours couvée, qui était pour elle une héroïne, une femme solide, une femme forte, bien souffre. Et que la littérature qu'elle écrit est une littérature finalement de confidence. On n'est pas encore à l'autofiction, mais on est déjà dans l'écriture de soi. Et on sent Sido très, très, très gêné. Et donc dans ce chapitre que je consacre à Sido, je montre cette ambivalence entre le désir d'une mère qui affronte aussi le désir d'une fille qui voudrait être elle-même. Mais alors, Colette a eu une mère, donc. Mais si j'en crois le chapitre assez terrible que vous avez écrit sur la fille de Colette, Colette de Jouvenel, Colette n'a pas vraiment été mère elle-même. C'est un sujet toujours difficile. Moi, ce que je remarque, c'est que Colette a été une des premières, en tout cas littérairement, à avouer
confessé, je ne sais pas, en tout cas à dire clairement, sans phare, qu'elle ne ressentait pas ce qu'on persiste d'ailleurs toujours à aujourd'hui appeler l'instinct maternel. Elle n'a pas aimé être enceinte. J'ai l'air d'un gros rat qui a couvé un œuf, dit-elle. Et lorsque l'enfant est né, elle a retardé le moment de le voir. Mais pourquoi a-t-elle fait un enfant? Elle est tombée enceinte. J'emploie à dessein cette expression, à l'âge de 40 ans. Je pense qu'elle en a été d'ailleurs la première surprise, parce qu'elle avait eu une vie sexuelle active jusque-lors, et n'était pas tombée, elle n'avait pas eu d'enfant, elle n'a pas eu recours à l'avortement, qu'on le sache en tout cas. Et donc, elle est enceinte à l'âge de 40 ans, ce qui est très tard pour une femme. À ce moment-là, donc on est en 1912, elle est encore mime, elle se produit encore sur scène. Elle a débuté depuis 2 ans une activité de journaliste au matin. Au printemps 1912, elle est devenue reporter. Avril 1912, c'est le premier article qu'elle consacre à l'arrestation de Jules Bonneau. Donc c'est une journaliste de terrain. Et donc le fait d'être enceinte, cet enfant va d'abord mettre fin à sa carrière de mime, qui est pourtant une expérience qu'elle a adorée, et entrave considérablement son travail de journaliste et de romancière. Elle le dit, donc elle a du mal à écrire. Ça commençait mal. Donc ça commençait mal. Et ensuite, ça a été une succession de malencontreux hasards, j'ai envie de dire, pas pour excuser Colette, mais pour expliquer. L'enfant est né au mois de juillet 1913. 1 an plus tard, c'est la guerre. L'enfant est donc envoyé d'abord en Bretagne, puis en Corrèze, la patrie du deuxième mari de Colette, Henri de Jouvenel. Colette reste à Paris parce qu'il faut gagner sa vie. C'est important toujours de le rappeler, Colette appartenait à une famille qui n'avait pas d'argent, elle-même n'avait pas de fortune personnelle, et donc écrire signifiait gagner sa vie, signifiait être indépendante, signifiait être libre. Henri de Jouvenel, malgré sa particule, n'a pas d'argent. Donc, il faut rester à Paris pour continuer à écrire, pour continuer à gagner de l'argent. Donc, l'enfant, elle ne le voit pas pendant 4 ans, quasiment, pendant toute la période de la Première Guerre mondiale. Et lorsque la Première Guerre mondiale est terminée, eh bien, plus rien ne va dans le couple Jouvenel. Les disputes se multiplient, on crie, on hurle, on se bat, et donc on ne veut pas que la petite assiste à tout cela, et donc on la met en pension. On la met en pension aussi, comme ça se fait beaucoup chez les bourgeois de l'époque. Donc on la met à Saint-Germain, puis bientôt on va l'envoyer en Angleterre. Enfin, vous voyez que finalement, en peu de temps, on a quasiment passé un délai de 10 ans, et Colette ne voit quasiment pas sa fille. Et c'est terrible pour la petite fille qui, elle, évidemment, ne peut pas comprendre tout cela, n'a pas les clés d'interprétation, et qui voit bien qu'elle n'a pas le même traitement que tous les autres enfants. Je raconte dans ce chapitre qui s'ouvre justement sur cette scène où elle est en pension à Saint-Germain. Elle attend comme tous les autres enfants ses parents qui viennent la chercher pour le week-end, et elle attendra en vain parce que personne ne vient la chercher. Ceci étant dit, il faut préciser, ni sa mère, ni son père. Elle a été oubliée par les deux, en l'occurrence. Elle n'a pas non plus beaucoup aimé le dernier mari de Colette. Ça, elle ne pouvait pas l'aimer. L'infect, elle l'appelait l'infect. Maurice Goudquet, le dernier mari, a eu la volonté de mettre la main sur Colette à tous les points de vue, sur la femme, mais aussi sur l'écrivaine et son œuvre. Et il a tout mis en place pour qu'après la mort de Colette, il soit quasiment le seul à détenir les droits moraux et patrimoniaux de l'œuvre. Il y a un testament d'ailleurs qui en atteste. Colette a donné raison à son dernier mari en entre guillemets, dépouillant en partie sa fille d'une partie de ses droits. Et la fille, qui aurait pu en vouloir à sa mère, qui sans doute lui en a voulu, va se battre pour récupérer ses droits sur l'œuvre de sa mère. Elle va y parvenir après la mort de Maurice Goudquet, donc à la fin des années 70, sauf qu'elle mourra en 1981, elle n'aura pas beaucoup le temps d'en profiter. Dans le chapitre que je lui consacre, j'ai choisi de m'arrêter sur un moment qui a sans doute été très émouvant pour elle, ce moment où elle revient pour la première fois dans l'appartement du Palais Royal. Cet appartement appartenait à Maurice Goudquet, donc il lui avait accordé de l'occuper comme une sorte de locataire. Donc elle n'était pas tout à fait chez elle encore. Elle se retrouve dans cet appartement vide, elle va y vivre une partie de son temps. Et là, ce que je dis aussi, c'est que j'imagine que Colette de Jouvenel aurait pu
quitter cet appartement, claquer la porte, retourner à sa vie, retourner à ses amis qui étaient nombreux, qu'il aimait beaucoup, sa vie d'architecte, de décoratrice, peut-être de journaliste, oublier un peu cette mère qui peut-être ne l'avait pas aimée, et au contraire, elle va choisir de rester et de devenir la meilleure lectrice de sa mère. Elle va tout lire, tout relire, elle va racheter des archives, elle va œuvrer pour la création d'un musée Colette, elle va devenir vraiment la gardienne de la mémoire de sa mère. Et alors, Frédéric Maget, le cas Marguerite Duras, si je peux dire. Marguerite Duras, c'est avec Marguerite Yourcenar l'autre exemple d'une grande romancière qui n'a pas aimé Colette. Seulement, je me suis intéressé à un moment où elle n'était pas certaine de ne pas l'aimer. Donc, on est à l'automne 42. À ce moment-là, Marguerite, qui s'appelle encore Marguerite Antelme, occupe un poste pas très recommandable, disons, dans une commission du pouvoir occupant, une commission d'attribution du papier à l'édition, c'est-à-dire une commission de censure en réalité. Et Colette, qui, là encore, doit gagner sa vie, a déposé un manuscrit qui s'intitule Le Képi, dont elle espère bien pouvoir tirer un peu d'argent pour traverser la guerre. Et évidemment, on imagine que lorsque Le Képi est arrivé sur le bureau du fonctionnaire de la fameuse commission, on s'est dit « Oh là là, texte guerrier bon. ». Et Marguerite Duras, qui occupe un poste assez important, d'après les témoins de l'époque, va appeler Colette pour lui dire, pour la rassurer. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir ce que Colette dit de cet appel à ses amis. Et en fait, on comprend que Marguerite Duras, c'est pas contentée de lui dire « Madame, je vais m'arranger ». Elle lui a parlé d'elle. Elle lui a donné son âge, d'où elle venait. Sans doute qu'elle lui a dit qu'elle avait un roman qu'elle voulait écrire, qu'elle voulait être une grande écrivaine. Colette était quand même une personne assez influente, donc peut-être qu'elle allait pouvoir l'aider à placer son manuscrit. Et donc, j'imagine cette scène de rencontre. Mais ce qui m'a le plus intéressé, alors ça, c'est complètement anecdotique, c'est qu'il y a eu un collège Colette à Saïgon, à Ho Chi Minh Ville. Et ce collège Colette avait été créé 2 ans après la mort de Colette. Donc, c'était un moment où Colette était vraiment, à ce moment-là, dans sa pleine gloire. Et j'ai appris que ce collège avait fermé pour être remplacé par un lycée Marguerite Duras. Alors, ça m'a beaucoup amusé. Et j'ai recherché où étaient les 2 bâtiments. J'ai cherché les cartes de l'époque où Marguerite Duras était à ce moment-là à Ho Chi Minh Ville, et j'ai commencé à retracer la vie pour essayer de voir où se trouvait le collège Colette. Bon, et je me suis rendu compte à ce moment-là qu'à la même date quasiment, Marguerite Duras et Colette, à des milliers de kilomètres de distance, font la même expérience, celle d'un spectacle particulier, le spectacle d'un serpent. Alors Marguerite Duras est particulier, elle est placée dans une pension, et la dame qui tient cette pension emmène chaque dimanche la petite fille, la jeune femme, assister à un spectacle qui fait sensation aux zoos. Un boa dévore un poulet vivant. Et Colette, elle, est envoyée par un éditeur, Philippe Gonin, aux zoos d'Anvers, pour une série de portraits animaliers. Et il pleut, elle s'est obligée de se réfugier dans le vivarium, et elle voit un serpent. Et alors, ce qui est très intéressant, et ce qui dit beaucoup à la fois de la vie des 2 femmes à ce moment-là, mais de ce que va devenir l'œuvre de Marguerite Duras et de ce qu'est à ce moment-là l'œuvre de Colette, c'est la description et les textes qu'elles vont donner sur ces 2 mêmes serpents dans les mêmes conditions de ce zoo. Et ça, je pense qu'on comprend tout de suite que l'une et l'autre n'iront pas explorer du tout les mêmes zones de la littérature. Chez Colette, le spectacle quasiment monstrueux du serpent, de ses formes, c'est la littérature et les formes, on va l'entendre, de l'alphabet qui vont permettre de récupérer, de retrouver, de redonner forme à l'informe. Tandis que chez Marguerite Duras, l'informe, le terrible, le plus noir, restera à jamais le symbole même du mal absolu et qu'il faut toujours travailler, revisiter, etc. Et donc, on comprend pourquoi, lorsque Jacqueline Piatier aura le malheur, au moment où elle publie Le ravissement de Lord Weinstein, donc le tournant de l'œuvre de Marguerite Duras, d'oser émettre une comparaison entre Marguerite Duras et Colette. Alors ça, et qui n'était pas à la faveur de Marguerite Duras. Non, bien sûr. Ça a été pour elle absolument terrible. Et on le sait, puisqu'il y a des témoignages, elle y revient souvent à cette comparaison. Elle en voulait beaucoup à Jacqueline Piatier, mais aussi parce qu'il faut préciser qu'à ce moment-là, elle, comme d'autres, comme Simone de Beauvoir ou d'autres romancières, arrivaient
à un certain moment de leur carrière, ont besoin aussi d'éloigner les ombres du passé. Donc la relation qu'elle aurait pu avoir avec Colette en 1942 est bien sûr plus celle qu'elle souhaite avoir pour construire son propre mausolée. Sabine Autain, qu'est-ce que vous avez choisi pour Marguerite Duras, si je peux dire? Alors, c'est un texte de Colette, en l'occurrence, Oui. puisque c'est un texte de Paradis terrestre sur les serpents. Et en effet, moi, ce qui me frappe aussi chez Colette, c'est que le thème du serpent est omniprésent dans toute son œuvre, puisque tout à l'heure, quand on a le texte par lequel j'ai commencé, c'était le texte de Gigi, où elle parle de ces froides petites créatures qui passent. Et c'est un thème absolument constant dans l'œuvre de Colette. C'est un animal qui la poursuit, si j'ose dire. 60, 80 kilos de serpents sur la fourche basse de l'arbre mort. Rien ne semble vivant dans la cage. Est-ce cette branche morte qui va remuer la première ? Polie, lustrée, ointe par des générations de reptiles, cylindriques, onduleuses, par places renflées. C'est peut-être elle qui a mangé un lapin la semaine dernière. Sur la fourche haute, un quintal de pitons dort ou paraît dormir. Roulé d'abord en spirale, il a assuré ensuite son équilibre par des 8 des chevaux. Mais que faire des 10 pieds qui pendaient encore ? Il a relevé ceux demeurant au petit bonheur, l'a assujetti en demi-clé, en nœud de tisserand et caché le bout. 2 haillons transparents, 2 nasses, en gros tulle, couleur d'araignée, témoignent que le printemps a dégainé d'eux-mêmes les 2 grands serpents. Ils sont 9. Le ruisseau, l'arbre, niellé, brille moins qu'eux. Mais où est le col, le flanc, la tête ? Un pavage d'émail habille ces cylindres par leur propre poids oppressé. Le dos, le flanc, si c'est le flanc, le dos, arbore le bleu de l'hirondelle, le vert jaune du saule, 2 ou 3 brins de fraîche poterie vernissés, autant de beige, agencés selon les plus simples mosaïques. Et je dis naïvement, la naïveté de ces dessins, au moment juste où je m'aperçois qu'en un point, les petits quadrangles écailleux, ici carrés, là étirés vers le losange, écrasés en trapèze, forment une manière d'œil, un orbe pourvu presque d'un regard mort, et je recule. Cette bête qui cache sa fin et son commencement, qui regarde, épouvante avec son dos, et moi, nous ne sommes ni du même pays, ni du même ventre. Frédéric Maget, dans votre livre, Notre Colette, quelque chose m'a étonné, il y a 2 actrices. Marilyn Monroe et Audrey Hepburn. Et le chapitre sur Audrey Hepburn s'ouvre sur une photo de Audrey Hepburn quasiment dans les bras de Colette, ce que j'ignorais absolument. Alors, commençons par Marilyn Monroe. J'espère qu'on va avoir le temps de parler de tout. Et allons-y, commençons. Alors d'abord, il faut rappeler que Colette a été comédienne et que c'était probablement un rêve qu'elle caressait depuis très longtemps. Depuis l'enfance, elle a toujours été fascinée par le monde du théâtre, le monde du music-hall. Elle a été elle-même comédienne pendant 6 ans et pendant près d'une vingtaine d'années, elle a été une critique dramatique extrêmement attentive, notamment aux comédiens. Et elle a d'ailleurs remarqué le talent, les débuts de beaucoup de jeunes comédiens et comédiennes. Et dans les 2 cas, ils sont assez différents puisque Marilyn Monroe n'a jamais rencontré Colette, tandis qu'Audrey Hepburn, oui. Alors, je dis un mot de Marilyn Monroe parce que c'est le premier chapitre par lequel j'ai commencé, parce que je me suis dit, si j'arrive à écrire le chapitre sur Marilyn Monroe, j'arriverai à écrire les autres. Parce que Marilyn Monroe, le point de départ, c'est une anecdote qui n'est pas aimable du tout pour Miller, puisque Miller prétendait que le seul livre qu'il avait vu Marilyn Monroe lire en entier, c'était Chérie. Alors j'ai cherché à savoir si cette phrase pas très aimable avait un fond de vérité. On pouvait en fait s'en faire une idée assez précise puisque la bibliothèque de Marilyn Monroe a été mise en vente. Et donc le catalogue est bien connu, on peut le trouver en ligne, partout ces listes sont disponibles. Et effectivement, Colette y est présente avec une singularité par rapport à tous les autres auteurs, notamment européens, car ils sont très nombreux, c'est qu'elle est présente en plusieurs exemplaires. Et que Marilyn Monroe a probablement ressenti le besoin d'en apprendre plus sur Colette, puisqu'elle a acheté ce qui était la seule biographie disponible à ce moment-là, c'est-à-dire les souvenirs de Maurice Goodkett, le dernier mari de Colette. Et en continuant mes recherches, j'ai découvert qu'elle ne s'était pas contentée de la lire
pour elle-même, elle avait en tout cas l'ambition de la lire également pour la scène, ou en tout cas dans son activité théâtrale, puisque quelques semaines avant de se suicider, à l'été, elle travaillait un texte avec Lee Strasberg, et ce texte était un texte de Colette. Et donc dans ce chapitre, j'essaye d'imaginer, c'est une forme d'enquête, c'est peut-être celui qui a la forme le plus d'enquête dans le livre, de retrouver les moyens par lesquels ce livre ou ces livres sont arrivés dans les mains de Marilyn Monroe et pourquoi ces livres l'ont accompagnée et ce qu'ils pouvaient dire d'elle. Et notamment, je termine ce chapitre parce que si elle a lu Chérie, elle a probablement lu la fin de Chérie, et il est certain que dans Chérie et dans le duo Chérie et Léa, elle avait toutes les raisons de se reconnaître. Et je pense, contrairement à ce que Miller imaginait, parce que dans le cas de Miller, il faisait sans doute une bonne blague où Chérie, c'était Marilyn Monroe, le gigolo, et lui, c'était Léa de Lonval, l'homme mûr, beaucoup plus solide, intellectuel. Dispensateur d'enseignement. Voilà. Tandis que je pense que Marilyn Monroe a été très touchée par le portrait de Léa et le portrait de cette femme vieillissante qui allait devoir affronter les changements physiques, la maladie, la vieillesse, etc. Et c'est assez terrible. Les descriptions de Léa dans la fin de Chérie sont assez terribles. Et je pense que là où Colette a réussi à se libérer du personnage qu'elle avait créé, notamment du personnage de Claudine, Marilyn Monroe a compris qu'elle n'échapperait jamais au personnage qu'elle avait elle-même créé et qu'il avait créé d'une certaine façon. Et donc, j'ai mis en écho les très belles pages de la fin de Chérie et la vie de Marilyn Monroe. Pour Audrey Hepburn, c'est assez différent parce que là, elles se sont vraiment rencontrées et Audrey Hepburn doit sa carrière à Colette. Elle le dira elle-même, il suffit de lire ses mémoires pour en attester. Donc elles se rencontrent au printemps 1951. Colette, à ce moment-là, est une vieille dame. Elle est immobilisée par l'arthrose. Elle ne se déplace plus qu'en fauteuil roulant, mais elle est reçue en permanence par la famille princière et elle se trouve à l'hôtel de Paris. Pour la distraire, on l'accompagne dans le hall où on est en train de faire un tournage d'un film. Et là, elle s'arrête et elle observe une comédienne qui n'a pas du tout un rôle principal, qui n'est même pas une comédienne, c'est une danseuse à Londres. Mais elle observe et elle se tourne vers son mari en disant « ça, c'est Gigi ». Pourquoi ? Parce que Anita Loos, l'auteur des Hommes préfèrent les blondes, est en train de monter Gigi à Broadway et ils cherchent une interprète. Ils ont alors fait évidemment aux États-Unis énormément de casting pour essayer de trouver la Gigi, mais on ne la trouve pas. Et là, Colette est certaine de l'avoir trouvée. Alors, il faut imaginer, évidemment, personne ne veut de cet inconnu. Les producteurs, Anita Loos et l'inconnu en question, qui n'ambitionne pas une carrière de comédienne. Colette insiste, elle est vraiment à ce moment-là une gloire, on ne peut pas lui refuser grand-chose. En plus, elle est assez féroce, je reprends ce terme. Et donc, elle impose à tout le monde le choix d'Audrey Hepburn, si bien que quelques mois plus tard, au mois de novembre 1951, elle fait ses débuts sur scène à Broadway. Le succès est immense. Et quelques mois plus tard, elle est sélectionnée pour Vacances romaines, premier Oscar, etc. Et Audrey Hepburn raconte qu'elle avait gardé toute sa vie dans sa loge une photo que Colette lui avait dédicacée, une photo par une femme photographe, Madame Dora. Il y a une très belle exposition d'ailleurs en ce moment à Montpellier. À Audrey Hepburn, ce trésor que j'ai trouvé sur une plage. Voilà. Et Gigi est vraiment le dernier personnage que Colette a inventé, un personnage qui est une sorte de petite sœur de Claudine, une grande sœur des héroïnes de Françoise Sagan qui viendra quelques temps plus tard. Et ce rôle va porter chance à beaucoup de comédiennes. Danielle Delorme pour la France avec le film de Jacqueline Audry, Audrey Hepburn. Et c'est vrai que c'est un personnage qui est extrêmement attachant. Et je crois que Sabine avait choisi un court extrait de Gigi. De Gigi. Tu as ta migraine, tante Alicia ? Je ne sais pas encore, répondit tante Alicia. Ça dépendra du déjeuner. Viens vite, les œufs sont prêts. Quitte ton manteau. Qu'est-ce que c'est que cette robe ? Une à maman qu'on m'a refaite. C'est des œufs difficiles ce matin ? Du tout. Œufs brouillés, au crouton. Les ortolans non plus ne sont pas difficiles. Et tu auras de la crème au chocolat. Et moi aussi, j'en aurai. La voix jeune, les rides clémentes rehaussées de rose, une dentelle sur ses cheveux blancs, tante Alicia jouait les marquises de théâtre. Gilberte révérait sa tante en bloc. En s'attablant,
Elle tira sa jupe sous son séant, joignit les genoux, rapprocha ses coudes de ses flancs en effaçant les omoplates et ressembla à une jeune fille. Tante Alicia, en face de sa nièce, l'épiait de son bel œil bleu noir, sans trouver rien à redire. « Quel âge as-tu » demanda-t-elle brusquement. « Mais comme l'autre jour, tante, 15 ans, 6 mois. Tante, qu'est-ce que tu penses, toi, de cette histoire de tonton Gaston ? Pourquoi ? Ça t'intéresse ? Bien sûr, tante. Ça m'ennuie. Si tonton se remet avec une autre dame, il ne viendra plus jouer au piquet à la maison, ni boire de la camomille, au moins pendant quelque temps, ce sera dommage. C'est un point de vue, évidemment. Tante Alicia, les paupières clignées, regardait sa nièce d'une manière critique. Tu travailles à tes cours ? Qui as-tu comme ami ? Les ortolans couplés en deux d'un coup de couteau, bien assurés, qui ne laissent pas grincer la lame sur l'assiette. Croque chaque moitié, les os ne comptent pas. Réponds à mes questions sans t'arrêter de manger, et pourtant sans parler la bouche pleine. Arrange-toi, puisque je peux le faire. Toi aussi. Qui as-tu comme ami ? Personne, tante. Grand-mère ne me permet même pas d'aller goûter chez des parents de mes camarades de cours. Elle a raison. Dehors, tu n'as personne dans tes jupes ? Pas de collégiens, pas d'hommes mûrs. Je te préviens que si tu me mens, je le saurai. Gilberte contemplait le brillant visage de vieille femme autoritaire qui l'interrogeait avec âpreté. « Mais non, tante, personne. Est-ce qu'on t'a parlé de moi en mal ? Je suis toujours toute seule. Et pourquoi grand-mère m'empêche-t-elle d'accepter des invitations ? Elle a raison pour une fois. Tu ne serais invitée que par des gens ordinaires, c'est-à-dire inutiles. Nous ne sommes pas des gens ordinaires, nous ? Non. Qu'est-ce qu'ils ont de moins que nous, les gens ordinaires ? Ils ont la tête faible et le corps dévergondé. En outre, ils sont mariés, mais je ne crois pas que tu comprennes. Si, tante, je comprends que nous ne nous marions pas. Le mariage ne nous est pas interdit. Au lieu de se marier déjà, il arrive qu'on se marie enfin. Mais est-ce que ça m'empêche de fréquenter des jeunes filles de mon âge ? Oui. Tu t'ennuies chez toi ? Ennuie-toi un peu, ce n'est pas mauvais. L'ennui aide aux décisions. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une larme ? Une larme de petite sotte qui n'est pas en avance pour son âge ? Reprends un ortolan. Alors c'est une scène d'anti-éducation puisque dans cette scène, il faut rappeler que Gigi appartient à une famille de cocottes et que tante Alicia entreprend de former la petite fille pour exercer le métier de cocotte et elle a en vue un riche industriel héritier des betteraves à sucre. Et donc, il s'agit de la former pour pouvoir lui tordre le poignet. Et Sabine avait aussi choisi un extrait de La fin de Chérie, mais je voudrais qu'on n'a plus beaucoup de temps, qu'on dise quand même 2 mots de cette maison de Colette, maison natale de Colette que vous dirigez, qui se trouve à Saint-Sauveur en Puisay. Je voudrais que tout le monde aille voir cette maison. Et donc, il faut faire vivre cette maison et c'est pas si facile que ça. Non, la maison a été sauvée par une association, par des passionnés qui ont voulu sauver ce lieu fondamental, puisque c'est le lieu de naissance, mais aussi de formation de Colette. Et c'est la source d'une grande partie de la vie et de l'œuvre de Colette, grâce à beaucoup de donateurs modestes parfois et très généreux parfois aussi. On a réussi à sauver le lieu, à le restaurer tel que Colette l'a connu dans son enfance, grâce à ses textes, grâce aux éléments d'archives. Donc c'est vrai que quand les gens viennent visiter la maison, ils rentrent dans une maison de la fin du 19e siècle, ils rentrent chez Colette comme si Colette venait de s'absenter. Et c'est une association qui depuis lors gère ce patrimoine. Donc évidemment, c'est pas toujours facile, mais on le fait avec beaucoup de passion. Et on a la chance d'avoir Colette au programme du bac cette année, notamment Sido. Et Sido, ça se passe chez nous. Et donc, on est très heureux de pouvoir accueillir des lycéennes et des lycéens qui découvrent Colette. Et Colette qui, à mon avis, fait rentrer un vent frais dans les salles de français en donnant l'exemple de cette femme libre, inconditionnellement libre. Donc il faut lire notre Colette, il faut aller à la maison de Colette, s'il vous plaît. Je vous assure, c'est tellement magnifiquement restauré. L'esprit de Colette est là, la glycine est là, c'est un endroit magnifique. Et je remercie Daniel Tapia et Théo Sacchi pour la réalisation. Maintenant, le journal de Rudy Saada et peut-être quelques phrases de Colette de l'Étoile Vespère pour terminer. Peut-être pas tout en entier, mais au moins une dizaine de phrases. Oui. Avant de toucher but, je m'exerce. Je ne sais pas encore quand je réussirai à ne pas écrire. L'obsession, l'obligation sont vieilles d'un demi-siècle. J'ai l'auriculaire droit un peu arqué parce que la main droite, en écrivant, prenait appui sur lui, comme fait le kangourou sur sa queue. Un esprit fatigué continue au fond de moi sa recherche de gourmet, veut un mot meilleur et meilleur que meilleur. Heureusement, l'idée est moins exigeante et bonne fille, pourvu qu'on l'habille bien. Elle est accoutumée à attendre, mi-endormie,
sa pâture fraîche. Merci de verbe. beaucoup et merci Colette et merci à vous. Merci.